Aujourd'hui, Arthur Delaborde reçoit Alice Jehan, cofondatrice avec Solène Ducretot du collectif Les Engraineuses, avec lequel elle signe ce livre aux éditions Tana et que vous pouvez voir en Facebook Live. Après la pluie, horizon écoféministe. Alors on va parler de ce mot, le décrire un petit peu. C'est un ouvrage collectif. Alors bonjour Alice Jehan. Bonjour. Merci d'être avec nous. Pour bien comprendre, oui, d'abord votre champ d'études, c'est quoi l'écoféminisme ? Quelle est la nécessité d'un lien entre féminisme et écologie ? Alors effectivement, donc c'est un mouvement philosophique, politique, sociologique qui lie en fait deux questions qui sont extrêmement importantes dans notre société aujourd'hui, la question de l'écologie et la question de l'égalité homme-femme. Est-ce que votre démarche se situe, pour qu'on soit clair dès le début, dans une logique de guerre contre les hommes, la guerre de sexe dont on parle beaucoup en ce moment ? Absolument pas. Notre idée, c'est vraiment d'augmenter l'égalité homme-femme dans la société. Et là-dessus, en fait, il faut absolument le lier à la question de l'écologie, qui est une question extrêmement urgente à traiter aujourd'hui. Est-ce que vous êtes d'accord avec ce concept de misandrie, c'est-à-dire de rejet, voire même de haine du masculin assumé, en tout cas par certains mouvements féministes, pensés dans certains milieux, d'ailleurs féministes, comme une étape indispensable vers une révolution des relations femmes-hommes. Est-ce que vous vous situez dans cette logique-là ou pas ? Absolument pas. C'est pas du tout notre propos. Notre propos, c'est vraiment de réfléchir comment est-ce qu'on peut atteindre une société plus égalitaire, plus juste entre les êtres humains, mais aussi par rapport à l'environnement. Autrement dit, un homme peut être féministe, peut être écoféministe ? Absolument, il y en a des hommes écoféministes. Alors, l'idée principale derrière cette idée, derrière l'écoféministe, c'est que l'oppression des femmes et la destruction de la planète ne seraient pas deux phénomènes distincts, c'est ça ? Ce seraient en fait deux formes de la même domination patriarcale. Voilà, c'est ça. On retrouve les inégalités et on les retrouve absolument partout, notamment sur notre rapport à l'environnement, à la nature. Et par exemple, si on prend quelque chose d'extrêmement concret, on voit que les femmes sont les premières victimes du changement climatique. Pourquoi ? Parce que notamment dans les pays en voie de développement, par exemple, elles représentent 70% de la production agricole, et la production agricole qui va bien sûr changer dans les prochaines années dû au réchauffement climatique. Elles seront donc dans ce cas-là les premières victimes. C'est pourquoi il faut prendre ce concept d'égalité homme-femme en compte pour réfléchir à des solutions. Ce mot d'écoféminisme, il est apparu pour la première fois en 1974 dans les travaux de Françoise Daubonne. Vous pouvez nous parler d'elle ? Alors Françoise Daubonne, c'est une autrice, une sociologue qui a réfléchi effectivement au concept dans les années 70, donc en plein mouvement féministe en France, et elle a posé la question suivante dès les années 70, est-ce qu'il n'y a pas un lien entre notre rapport avec la nature et notre rapport avec l'égalité dans notre société ? Et au fond, il y a chez elle une critique du capitalisme, de ses effets évidemment destructeurs pour la planète, capitalisme qui découle dans cette pensée de Françoise Daubonne dans la société de, là encore, cet imaginaire patriarcal. Voilà, il y a vraiment une réflexion sur l'exploitation de la planète, l'exploitation des ressources, et là on en voit très clairement les limites actuellement, et elles les avaient déjà pensées dans les années 70, et du coup, comment est-ce qu'on peut faire pour exploiter moins les ressources et au contraire permettre de vivre dans une société qui est plus durable en fait. En ce qui concerne les figures de l'écologie, est-ce qu'il y a encore un déséquilibre entre les femmes et les hommes aujourd'hui ? Et en tout cas, de plus en plus de visages féminins. On pense notamment à Greta Thunberg, qui est évidemment la plus connue. Est-ce qu'il y a un déséquilibre sur ce plan-là, selon vous ? Il y a un déséquilibre, effectivement. Les grandes figures de l'écoféminisme sont des femmes. Pourquoi ? Parce que ce sont elles qui sont les premières confrontées à ces problématiques et donc qui s'en emparent. On voit de nouveaux mouvements, des mouvements d'action, par exemple, contre les centrales nucléaires, qui sont conduites par des femmes. Pourquoi ? Parce que ce sont elles qui se rendent compte en premier de l'environnement qui se dégrade et qui, du coup, se chargent de leur protection. Est-ce que vous classez certaines membres du gouvernement dans ces figures de l'écoféminisme, pour ça Barbara Pompili ou à Marlène Schiappa par exemple ? Alors elles ne se sont pas déclarées écoféministes, donc ça je ne sais pas si elles se le considèrent. Et vous les considérez, non ?
J'ai pas d'opinion là-dessus. En fait, nous, notre objectif, c'est vraiment d'avoir des personnes, pas forcément politiques, c'est ce qu'on a voulu montrer aussi dans le livre, de faire parler des personnes qui sont dans les études, qui sont chercheuses, mais également des agricultrices, des infirmières. C'est ça notre propos, en fait. C'est pas forcément de le mener sur le plan politique, mais de donner la parole aux citoyens, aux citoyennes de toutes les classes sociales. Alors, en tout cas, est-ce que ce mouvement d'écoféminisme, il prend de l'ampleur, selon vous, en France, actuellement ? Oui, c'est vraiment intéressant. Nous, en fait, on est une association. On a lancé le premier festival écoféministe de France et on voit depuis lors, c'était en 2019, qu'il y a de nombreux mouvements, de nombreuses actions partout en France qui se développent et ça montre vraiment l'intérêt de l'écoféminisme en France. Alors vous parliez de l'impact que peut avoir le climat sur les femmes, notamment dans les pays en voie de développement. Je pense par exemple aux eaux, j'imagine, usées, enfin les eaux sales et les eaux polluées. Mais il y a beaucoup d'hommes aussi en contact avec la nature. Effectivement, la question c'est vraiment quel type d'emploi est-ce que les femmes occupent dans les pays en voie de développement. On voit que les hommes vont plus vers les villes pour avoir des travaux ouvriers par exemple et les femmes restent dans les villages et s'occupent de l'agriculture. Et dans les pays développés ? Dans les pays développés, on voit que les agriculteurs sont effectivement en majorité des hommes. Ce qui est extrêmement intéressant, c'est que par exemple, on voit beaucoup plus de femmes qui se tournent vers l'agriculture biologique. Si on parle notamment de la FNAB, la Fédération de l'agriculture biologique en France, elles sont extrêmement présentes. Un mot sur votre collectif, les Engraineuses. Vous faites donc de la sensibilisation à l'écoféministe. Ça se traduit comment ? Quel type d'action ? Vous avez évoqué le festival tout à l'heure. Il y a d'autres types d'actions que vous menez ? Oui, alors le festival, c'est vraiment notre grande action annuelle. L'objectif, c'est de sensibiliser le grand public, de démontrer qu'il y a beaucoup d'écoféminisme en France. C'est ce qu'on a voulu montrer dans le livre aussi. On fait également beaucoup de tables rondes, d'ateliers aussi, parce que l'écoféminisme, c'est quelque chose de très créatif, de très concret. Donc on organise régulièrement des actions. Est-ce que vous avez l'impression que les femmes sont plus sensibles à la cause du climat que les hommes ? Oui, ça se voit dans les différentes études. En fait, elles sont plus sensibles, notamment si on parle de la question, par exemple, du zéro déchet ou de la réduction des déchets. On voit, c'est très simple à vérifier sur Internet, que la plupart des influenceurs sont des influenceuses sur la question. Donc, on voit que les femmes se réfléchissent plus à cela. La question, c'est pourquoi ? Pourquoi ? Parce qu'en général, dans notre société, ce sont les femmes qui sont en charge du foyer, de la vie du foyer, des achats également du foyer. Et donc, ce sont elles qui vont réfléchir à changer leur consommation. Et ce dualisme, vous le combattez évidemment ? Évidemment, c'est ce qu'on appelle la charge écologique, en plus de la charge mentale dont on a beaucoup parlé dans les médias cette année. C'est une réflexion qui doit toucher l'ensemble du foyer, pas notamment la personne en charge, souvent la femme. Ça doit toucher évidemment la personne avec qui elle vit et les enfants. C'est vraiment qu'une question d'éducation. Et vous insistez beaucoup dans votre ouvrage sur le concept sociologique aussi du cairn. L'idée qu'il faut construire une société du soin, que cela soit véritablement viable, notamment sur le plan économique. Oui, alors le care, donc le prendre soin, c'est une question essentielle dans notre société, notamment on l'a vu avec la crise du Covid, où on a vu que les femmes étaient en première ligne. Si on prend les chiffres, en fait, on a plus de 97% des aides à domicile qui sont des femmes, plus de 80% des infirmières sont des femmes. Donc effectivement, on voit qu'elles sont en première ligne et ce sont des métiers qui sont extrêmement peu valorisés dans notre société. Je parle en termes d'argent, ce sont des très bas salaires et dont pourtant on a absolument besoin et ça s'est révélé encore plus vrai en 2020. Vous considérez que ce virus du Covid, il est lié à des enjeux environnementaux ou pas du tout ? Il est lié à des enjeux environnementaux, c'est-à-dire qu'il est lié à comment est-ce qu'on voit notre société et comment est-ce qu'on prend en compte les valeurs de notre société. Et pour nous, pour les écoféministes, prendre soin de la société, c'est-à-dire réfléchir aux métiers médicaux et paramédicaux et leur revalorisation, c'est extrêmement important et c'est une question écoféministe. Est-ce qu'il n'y a pas une exception là sur ce que vous nous expliquiez tout à l'heure sur l'exposition des femmes aux catastrophes naturelles ? Parce qu'on voit dans les dernières études qui ont été publiées, notamment de l'université de Bordeaux, que dans les hôpitaux français, les hommes représentent 59% des décès liés à ce coronavirus, contre 41% chez les femmes. L'immunité des femmes qui pourrait être facilitée notamment par la présence d'hormones. Qu'est-ce que ça vous inspire ? Alors effectivement, il y a des études là-dessus. Ce que ça m'inspire, c'est qu'on n'est pas tous égaux sur la santé, qu'on soit homme ou femme, ou qu'on soit jeune ou vieux. Et là-dessus, la crise aussi l'a démontré.
Cette question d'inégalité globale entre les hommes et les femmes, vous l'associez donc, vous faites un lien avec l'écologie, mais finalement c'est une thématique globale, hein, le combat féministe, il va bien au-delà. Pourquoi restreindre finalement votre champ d'études à l'écologie? Alors c'est absolument pas une restriction, au contraire, c'est vraiment une convergence. On voit qu'il y a une problématique d'écologie sur tout, et c'est ce qu'on a démontré dans les différents chapitres du livre. Si on prend par exemple la question de la ruralité et de l'urbanisation, quelle est la place du développement durable et comment est-ce qu'on peut s'emparer de ça? On a par exemple réalisé l'interview d'une mère de famille qui a pris en main la végétalisation de son quartier. Pourquoi? Parce qu'elle voulait une vie bien avec ses enfants, saine, et de pouvoir les élever dans un environnement un petit peu moins pollué. Donc au départ, c'est une question qui n'est pas liée à l'écoféminisme, mais quand on creuse, on voit qu'elles sont totalement liées. La question de la vie, de réfléchir à son environnement, et ça passe par évidemment le développement durable. Quelle cause auriez-vous pu ajouter au nom d'écoféminisme? Parce que là, vous prenez deux grandes causes, mais qu'est-ce que vous auriez pu ajouter? Quels sont les grands sujets qui vous touchent dans votre mouvement? Je pense que dans l'écoféminisme, on a aussi une réflexion sociale. J'en ai parlé avec le CARE, avec la revalorisation des salaires. Il y a aussi une question de représentation, donc là plus politique. Comment est-ce qu'on représente toutes les couches, les personnes de la population? C'est une question vraiment importante. Par exemple, on voit que sur une centaine de chefs d'État qui étaient représentés à la COP21, il y avait seulement 8 femmes. Donc il y a très peu de représentation. Et quand il y a très peu de représentation en politique, est-ce que les problématiques spécifiques sont écoutées? Probablement beaucoup moins. Alors aujourd'hui, il y a quand même des efforts qui sont faits dans ce sens-là. Par exemple, je pense à la parité. Ce n'est pas assez suffisant, il faut aller encore plus loin. La parité, c'est une très bonne problématique. Et effectivement, ça permet d'augmenter la représentativité des femmes dans les secteurs. Et donc vous parliez tout à l'heure de la représentation de la société dans la politique, par exemple. Mais ce n'est pas que les femmes. Pour vous, c'est aussi, par exemple, ce qu'on appelle les racisés. Oui, ça rejoint effectivement toutes les personnes qui composent notre société. Donc il y a la problématique de l'égalité homme-femme, il y a aussi la problématique effectivement des personnes dites racisées. Donc ce sont les personnes qui sont considérées comme non blanches et qui rencontrent beaucoup plus de discrimination dans notre société. Merci beaucoup Alice Jehan. Je rappelle que vous êtes cofondatrice avec Solène Ducretot du collectif Les Engreneuses, et vous avez publié Après la pluie, Horizon écoféministe, et puis vous restez avec nous puisque vous aurez peut-être des auditeurs qui voudront vous poser quelques questions au 0826 300 300, et puis nos auditeurs peuvent également réagir aux interventions de Gilles Platret et de Stéphane Gaillet sur le couvre-feu à 18h et puis également sur le vaccin. À tout de suite. À tout de suite. Bercoff dans tous ses états, midi 13h, Arthur Delaborde. Et on poursuit cet entretien avec Alice Jehan qui publie ce livre Après la pluie, Horizon écoféministe. Alors c'est une grande notion, on en a un petit peu parlé, mais on va continuer d'en parler, et c'est aux éditions Tana. Alors dans ce livre, vous avez fait le choix de recueillir en fait les pensées de différents auteurs. C'est ça la base de votre démarche ? C'est vraiment ça la base, de donner la parole à tout type de personnes qui constituent la société, donc des infirmières, sages-femmes, agricultrices, chercheuses, des militantes aussi. Donc on a vraiment une représentation, et ce qui est très intéressant pour toute personne qui souhaite découvrir le mouvement, c'est que cela peut intéresser vraiment, si vous êtes intéressé par des articles, vous avez des articles, si vous avez aussi des tutoriels pour vous lancer dans l'écoféminisme, de la poésie aussi, parce que c'est un mouvement extrêmement créatif. Donc chacune peut y trouver son bonheur. Et pour en revenir à ce qu'on disait en première partie de cet entretien, il y a un homme qui est auteur, donc ça prouve aussi qu'il y a des hommes écoféministes. Tout à fait, il y a un homme qui est auteur. On a aussi invité bien sûr des hommes au festival Après la pluie, et c'est un homme qui est coach en fait, et qui anime des cercles de parole pour hommes, tout simplement pour les aider à réfléchir et à parler entre eux des sujets qui les intéressent. Il faut souligner que ce livre, c'est un bel objet. Vous nous disiez qu'il était 100% recyclable, c'est ça ? C'est ça, il est imprimé en France et il est constitué d'encre naturelle. Donc c'était vraiment important pour nous d'aller jusqu'au bout de la démarche et de proposer un bon produit. Alors justement, on va revenir sur le terme écoféminisme. Est-ce que vous n'avez pas peur, par exemple, de repousser certaines personnes qui ne seraient pas très féministes, mais très sensibles à la cause écologique, et inversement ?
Non, je pense que le terme féminisme, il a beaucoup évolué ces dernières années. Il est devenu même à la mode, si on peut dire. On voit Beyoncé qui l'affiche en plein écran dans ses concerts. Donc, il est pris aussi en charge par la jeunesse. Et il est un outil marketing aussi pour les marques. C'est un mot qui est devenu parfaitement naturel. Et du coup, ça touche principalement les jeunes, votre mouvement? Ça touche les jeunes, tout à fait. On l'a vu dans notre festival, il y a énormément de jeunes. Les jeunes sont de plus en plus impliqués. On l'a vu dans les grandes marches des lycéens avant la crise. Ils sont extrêmement impliqués. Donc évidemment, la jeunesse, c'est l'enjeu principal. Eh ben, je crois que c'est une belle conclusion. Absolument. Merci beaucoup Alice Jehan d'avoir été avec nous. Je rappelle donc le titre de votre ouvrage. Après la pluie, horizon écoféministe, c'est chez Tana Édition. Absolument, et on va continuer avec vous au 0826 300 300 et je crois qu'on a déjà un appel de Bergerac avec Catherine. Bonjour Catherine. Oui, bonjour. Bonjour, vous souhaitiez réagir à la première intervention, je crois, du professeur Gaillet et du maire de Châlons. Tout à fait. J'ai la maladie de Lyme qui est très répandue en France et pas reconnue. On soigne la plupart des personnes pour des polyarthrites ou des spondyarthrites, etc. En fait, la cause, c'est Lyme. Et depuis que je prends l'hydroxychloroquine, je vais beaucoup, beaucoup mieux. On soigne aussi beaucoup de maladies auto-immunes, le sida, la malaria. Donc c'est préventif. Il y a des études, je crois qu'il y a 66 études qui ont prouvé que l'hydroxychloroquine était préventif sur le Covid. Et j'ai écrit au ministère de la Santé en demandant à être dispensé de masques. On m'a dit mais il n'y a aucune étude qui prouve l'efficacité de l'hydroxychloroquine. Donc moi j'ai peur que nous et d'autres, on soit obligés d'être vaccinés alors qu'on est déjà en prévention, on craint rien. Et d'autre part, c'est de plus en plus difficile d'obtenir. Il faut que j'aille 3 fois à la pharmacie à chaque fois, tous les mois. Donc il y a vraiment une restriction, une limitation. C'est très très difficile pour ça faire prescrire. On doit aller chez un spécialiste et non plus chez un généraliste. Je me demande pourquoi est-ce qu'on a bloqué l'hydroxychloroquine et pourquoi est-ce qu'on insiste sur le vaccin, alors qu'un médicament tout à fait anodin, parce que j'ai une santé qui n'est pas très bonne, donc certains médicaments me mettent complètement à plat, et ça, je peux le prendre sans aucun problème. Pourquoi est-ce qu'on ne le donne pas aux personnes du 3e âge dans les EHPAD, et on n'aurait pas de problème, on laisserait les autres travailler. C'est simple. Alors, il y a des personnes à risque, on les met en préventif. Il y a aussi un autre médicament, c'est l'ivermectine, qui marche à 100% en préventif et en curatif. Pourquoi est-ce qu'on ne parle jamais de ça et qu'on se focus sur un vaccin OGM? Mais alors justement, moi, si j'ai bien compris, Catherine, vous avez peur qu'à cause de peut-être la psychose qu'il y a eu autour de l'hydroxychloroquine et du coup du manque de stock, vous ne puissiez même pas la prendre pour votre traitement pour la maladie de Lyme. Ça, c'est une chose, et qu'on m'oblige à être vaccinée alors que je ne crains rien. Je ne crains vraiment rien. Je vous assure, j'ai pas eu de rhume depuis 15 ans et je ne crains absolument pas ce virus. Ça me fait absolument pas peur. Et la maladie de Lyme ne vous met pas en danger ? Non, parce que je prends l'hydroxychloroquine qui touche donc justement la fameuse protéine spike. Et c'est ça que le vaccin va aller chercher. Donc nous, on a déjà cette protection, la fameuse protéine spike, donc on ne craint pas. Il n'y a pas besoin d'être vacciné puisque ce médicament agit pareil que le vaccin. Et c'est un médicament qui a 70 ans et qui n'est pas OGM. Est-ce que... Je t'en prie, Augustin. Est-ce que vous avez entendu certaines informations sur le fait que, par exemple, étant donné qu'elle touchera la protéine spike, ça peut vous impacter, vous ? Ça, sur l'hydroxychloroquine, non. Sur le vaccin, sur le vaccin. Sur le vaccin, oui, j'ai pas envie d'avoir un truc OGM. Par contre, je sais que l'hydroxychloroquine est donnée au Canada pour les gens qui ont des polyarthrites parce qu'ils justement ils ont des maladies cardiaques et ils meurent 8 à 10 ans plus tôt. Donc on le donne en préventif aux polyarthrites pour des problèmes cardiaques au Canada et ici on est allé nous inventer des torsades de pointe. C'est complètement délirant. Pour résumer votre position, ce que vous nous dites, c'est que finalement on a eu un principe de précaution qui s'est appliqué pour l'hydroxychloroquine qu'on a totalement oublié avec le vaccin, c'est ça ? Ah oui, tout à fait. Moi, je suis très étonnée d'un vaccin qui soit prêt en quelques mois, alors que depuis 15 ans, on n'a toujours pas trouvé pour le sida, qui est un autre virus à ARN. Bah écoutez, on vous entend, en tout cas, on vous écoute sur Sud Radio. La parole vous est donnée au 0826 300 300. Merci beaucoup, Catherine. Merci. Merci. Et maintenant, on va donner la parole à Jeanne qui nous appelle de Charente. Bonjour, Jeanne. Oui, bonjour. Bonjour, vous souhaitiez réagir ? Si vous m'entendez ? Oui, très bien, très bien. On vous entend, c'est parfait, allez-y. Allô ?
Oui. Oui, Ah on, oui. on vous entend. Vous êtes à l'antenne. Oui, bonjour. Vous souhaitiez réagir au couvre-feu, je crois. Oui, c'est ça, parce que je suis vraiment, mais quand je vous dis atterrée, c'est impressionnant. On a un sentiment de, comment dire, on se sent toujours coupable, on se sent, en fait, tous les messages qui sont véhiculés, au fait que ce soit à la télé, ou bien pas, je dis pas par tout le monde, hein, mais on a un peu peur, on n'ose même plus dire ce qu'on pense. Je veux dire, là, c'est quand même, on approche bientôt à 2021, on est très bien conscient de la situation, on sait qu'il y a beaucoup de personnes qui meurent, on sait que ça peut toucher, ça peut être grave, mais je pense que ce sentiment est quand même partagé par beaucoup de personnes autour de moi. On a juste besoin de fois d'être de fois rassurés, et surtout pour la nouvelle année, je veux dire qu'on arrête de culpabiliser. Je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui sont quand même conscients que la situation est assez grave pour faire attention, mais le fait que tout le temps, là je veux dire, on n'est même pas encore au 31 qu'on nous dit vous, ce qu'on doit, c'est-à-dire qui on doit recevoir, combien de personnes, je veux dire, on rentre tellement, comment dire, juste histoire de faire ce qu'on demande, je pense qu'on est quand même pas, on est quand même nombreux, on demande juste un petit moment de break, de coupure, et plutôt rassurer tout le monde, histoire de dire oui, on vous entend, on fait attention, faites attention, mais essayez de profiter de votre famille, passer des bonnes fêtes, c'est-à-dire entrer dans la nouvelle année avec de bonnes résolutions, et surtout respecter les gestes barrières, faites attention, mais juste un sentiment de rassurer pour cette nouvelle année, et pas toute cette cacophonie qu'on a actuellement entre les politiques, et en plus ce couvre-feu qu'on met en place. Bref. Si ce n'est pas indiscret, Jeanne, vous allez fêter le 31 ? Je travaille à l'hôpital. Ah, d'accord. 31, c'est je une bonne travaille. réponse. Donc, je serai en train de travailler, mais c'est vrai que même les patients, bref, autour de nous, voilà, on a ce sentiment d'être incompris, et d'avoir peur. Moi, je vois des collègues qui ont même peur de dire qu'elles vont inviter une personne ou deux personnes chez eux, parce que on nous dit tout le temps, on sait qu'on doit faire attention, on sait qu'il faut respecter les gestes barrières. Moi, je pense qu'il faut plutôt miser sur l'éducation, continuer à parler, et qu'on arrête de faire peur. Et en tout cas, on a bien compris que vous dénonciez ce climat anxiogène, et c'est vrai qu'un peu peut-être un climat plus positif, ça ferait du bien, surtout en cette période. Merci beaucoup, en tout cas. On essaye forcément de créer une bulle d'air avec vous au 0826 300 300. Vous pouvez réécouter cette émission sur sudradio.fr en podcast, ou alors sur notre chaîne YouTube. Et puis, évidemment, bien d'autres sujets nous attendront demain. Mais tout de suite, nous retrouvons Jacques Pessis, qui ne reçoit pas, mais qui est en interview avec Jacques Cardin, qui est décédé hier.